Il y avait une question, voilà. Oui, merci François Sivignon, médecin du Monde. Il y a deux autres intervenants, je crois. Oui, merci beaucoup de nous avoir parlé des expatriés, mais j'avais une question concernant les acteurs locaux. On va évoquer les acteurs locaux, effectivement, qui sont... Alors, je ne sais pas si c'est prévu dans la deuxième partie de cette communication, mais comment est-ce qu'on identifie finalement, comment est-ce qu'on répond aux besoins qui peut-être sont spécifiques des acteurs locaux, si on met une touche d'anthropologie quelque part par rapport à une réponse qui, celle que vous nous donnez, des outils et des mécanismes, est quand même à l'occidental, on va dire. Est-ce que vous faites appel à des ressources locales? Comment est-ce qu'on on répond aux besoins face à des traumatismes qui sont équivalents pour les acteurs locaux et les expatriés? Merci. Je vous propose qu'on y réponde tout à l'heure, effectivement, à travers une question à nos 5 intervenants. Oui, une autre intervention. Oui, bonjour, Patrick Barbéry. Je voudrais revenir de façon très brève sur l'intervention de notre ami sur les humanitaires qui ne sont plus protégés par la Croix-Rouge. Je voudrais juste faire une petite remarque. J'ai passé quelques semaines à Kaboul dans un hôpital militaire. Les médecins militaires ne sont pas plus protégés par la Croix-Rouge que sont les humanitaires, au point que les VAP sanitaires sont camouflés. C'est-à-dire que, et oui, je veux dire, c'est une réalité. Je veux dire, au point que quand on monte dans un VAP sanitaire et quand on monte même dans un hélicoptère, tout ça est camouflé. Alors, je vais peut-être faire un peu de provocation, mais je trouve qu'autour de ça, on a une vision un peu irénique de la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est imposer sa volonté à l'autre. Il n'y a pas de cadeau. En face, les autres, ils ne font pas de cadeau. On est loin d'Emmanuel Kant. Je veux dire, il ne s'agit pas de ne pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'il lui fasse. D'un côté, il y a des gens qui tapent, et de l'autre côté, il y a des gens qui reçoivent. Et moi, j'ai vécu 3 semaines avec des médecins, et je peux vous assurer qu'un psychiatre qui monte en opération dans un hélicoptère pour aller faire un débriefing tout en haut, et qui sait qu'il risque de se faire taper, de faire du radada, etc., et qu'il a intérêt à être tranquille, il n'est pas sûr du tout, et il ne se pose pas des questions morales. Il se pose d'abord la question de sa survie et de la survie des gens qu'il va aller voir. De la même manière, j'ai vécu quelque chose de très bête et très simple à l'hôpital de Kaboul. C'est la sortie d'un VAB de l'hôpital de Kaboul pour aller dans Kaboul, où le VAB était totalement équipé, alors qu'il s'agissait de faire quoi, 2 kilomètres. Et l'angoisse du personnel sanitaire, parce qu'il faut savoir, c'est que les médecins et les infirmiers de l'hôpital sanitaire de Kaboul, statistiquement, soignent plus d'Afghans qui ne soignent de militaires. Quand j'y étais, il y a eu 2 pètes. Et encore, c'était gentil. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu des civils. Et ils étaient parfaitement conformes à la logique de la devise du service des santé des armées pour la patrie, pour l'humanité. Donc ces gens-là sont des cibles. Donc il y a un moment, il n'y a pas que les humanitaires qui sont visés. Il y a un moment où la question se pose de savoir à qui on a affaire. Et quand on voit des médecins militaires qui vont chercher une gamine qui a une leucémie tout au bout de Kaboul, avec un infirmier qui va se mettre un casque, normalement il ne devrait pas le faire, non pas sur la tête, mais assis sur le casque pour que si ça saute, ce ne soit pas là, parce qu'il y a ces blessures-là, il y a un vrai problème. Donc, il n'y a pas que les humanitaires qui sont touchés. Je suis désolé d'être intervenu là-dessus, mais je voulais aussi rajouter des choses. Patrick, tu l'as vécu toi-même, et tu sais bien à quel point ce n'est pas facile d'aller sur le terrain. Alors, juste pour refaire écho, il y a à des choses qu'a suggéré Patrick Barbéry, c'est le sens de la mission. Ça veut dire que beaucoup de gens sont prêts à s'exposer, sont prêts à donner de leur force, de leur santé, si je puis dire, si quelque part la mission garde le sens, j'ai été utile à, j'ai fait le bien à tel endroit. Et c'est clair que c'est aussi lorsque le sens de la mission défaille, le sentiment d'inutilité, d'impuissance, de détournement de son action humanitaire à d'autres fins, c'est là que les gens ont ce malaise. Alors, pour moi qui distingue traumatisme et stress, ce malaise ne cause pas du traumatisme, mais ce malaise se surajoute au stress et rend encore plus vulnérable au traumatisme. Merci. Monsieur. Oui. Alors, je suis Grégoire de Sachy, je représente Résonance Humanitaire. Et je pourrais faire un petit témoignage d'ailleurs sur ma propre expérience, puisque j'ai passé 15 ans dans l'humanitaire et dont 2 ans en Bosnie. Alors moi j'ai eu une expérience de burn-out, enfin moi j'appelais ça comme ça. D'ailleurs ce serait intéressant de voir dans quelle perspective vous resituez le stress, le traumatisme et puis le burn-out, enfin voilà, est-ce qu'il y a une différence entre ces termes et comment vous le situez, sachant qu'en plus mon expérience à moi de burn-out est un peu spécifique parce que avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans l'humanitaire par ailleurs, je n'ai pas vu d'expérience similaire que celle que j'ai vécue.
je me suis retrouvé en fait à gérer un succès personnel, professionnel en Bosnie après la guerre où j'étais jeune. Je dirigeais une équipe d'une 40aine de personnes. D'ailleurs, vous sentez peut-être, j'ai encore un peu d'émotion à évoquer à nouveau ce moment-là qui remonte à pourtant plus d'une quinzaine d'années. Et après la guerre, on devait modifier notre activité. On distribuait des colis alimentaires et il s'agissait de passer à la reconstruction de maisons. Et l'enjeu qui m'avait été donné, c'était d'obtenir des financements pour pouvoir monter des projets comme ceux-ci, de la reconstruction de maisons et de bâtiments publics, des crèches également. Et une fois que j'ai obtenu ces succès, ces financements, tout à coup, l'intérêt pour cette activité est tombé. Et alors que j'étais a priori en plein succès, je me suis retrouvé pendant 6 mois quasiment à jouer des mineurs derrière mon écran. Voilà, donc bon, voilà, ça c'est la petite expérience, le petit témoignage. Je ne sais pas si ça pourra vous donner du grain à moudre. Aujourd'hui, je représente Résonance Humanitaire, qui est une association qui a été créée il y a une dizaine d'années, un peu en complément avec ce que vous faites au sein des ONG, puisque d'ailleurs nous sommes le financement majeur de Résonance Humanitaire vient des ONG d'ailleurs, et nous accompagnons donc les personnes qui rentrent de l'humanitaire à retrouver un emploi essentiellement en France. Voilà. Donc à travers une pléiade de services qui sont tous gratuits moyennant une adhésion. Donc voilà, j'en profite pour faire un peu de pub pour Résonance Humanitaire. Merci. Si vous passez le micro. Bonsoir. Donc je me présente, je suis Philippe Frein, et comme mon costume l'évoque, je suis militaire. Pas médecin militaire, mon général, mais je suis opérationnel. Voilà, j'ai plusieurs questions à poser à l'ensemble également des intervenants, que je remercie de vos propos et de vos témoignages, très bouleversants toujours. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui est oublié, et je parle là peut-être au nom des militaires, mais c'est vrai, mon général, bien avant, je pense, les guerres modernes, les militaires n'osaient pas parler de traumatisme psychique, et on gardait ça pour nous. Mais il y a quand même un réceptacle. On avait besoin de déverser notre traumatisme dans un autre réceptacle. C'était la famille. Et personne d'entre vous n'a parlé de la famille. J'aurais aimé, à ce moment-là, c'est une question générale à l'ensemble des intervenants sur la famille, le rôle de la famille, des proches, ceux qui voient effectivement leur mari, leur femme, leur enfant rentrer de ces conflits et qui ont subi ces traumatismes-là. C'est la première question que j'irai globale à l'ensemble des intervenants. Puis j'ai une question un peu plus ciblée, là, mon général, si vous me permettez. Ça concerne effectivement quelque chose qui n'a pas été évoqué par vous, et je m'étonne, si vous me permettez encore une fois, mais c'était le sas de décompression qui existe à Chypre et qui est vraiment quelque chose qui a été créé depuis une quinzaine d'années, suite notamment au conflit en Afghanistan, au premier traumatisme subi par les soldats, justement, et où toute la cellule psychologique des armées a mis en place ce sas de décompression à Chypre, où tous les forces armées font un passage obligé avant de rentrer en métropole. Et là, ils sont pris en charge par les psychologues, peut-être par des psychiatres également, et peut-être que j'aurais peut-être aimé vous en parler un peu plus pour cela. Et puis une dernière question, pas une question, mais là un remerciement que j'adresse à ce monsieur qui a pris la parole, monsieur Barbery, si je m'abuse, sur effectivement il n'y a pas que les humanitaires effectivement qui subissent ces traumatismes, les militaires aussi sont en première ligne, les premiers exposés. Je suis juriste de formation et spécialisé en droit international humanitaire et en droit des conflits armés. Parce qu'il y a des certain de choses qui m'ont un peu choqué de part et d'autre de chacun d'entre vous, le troisième combattant pour le CICR, par exemple. Mais c'est vrai que là aussi, sur ces installations sanitaires et ces ambulances, malheureusement, dans ces guerres asymétriques qu'on a ainsi identifiées comme guerres asymétriques, le soldat est obligé de prendre peut-être, malheureusement, est obligé peut-être de se protéger aussi et donc d'enlever, c'était le cas en Afghanistan, les croix rouges de nos VAB sanitaires. Question très difficile pour le chef militaire que d'enlever ces croix rouges, mais elles étaient souvent prises pour cible par les talibans, et donc pour protéger nos personnels du service de santé, on avait décidé de camoufler ou
ou effectivement de barrer eh bien, ces croix rouges, hein, emblème protecteur. C'est bien dommage. C'est vrai. C'est une cause, malheureusement, qui est bien connue. Donc c'est une question également là aussi à l'ensemble des intervenants. Effectivement, dans les conflits d'aujourd'hui, où les règles ne sont plus très bien respectées par l'adversaire asymétrique, quoi faire? Être troisième combattant, pour moi, c'est un petit peu choquant, puisque le CICR, ou du moins les humanitaires, ne sont pas, par nature, des combattants, puisqu'ils ont en plus cette neutralité qu'ils doivent garder. Et c'est aussi un principe qui n'a pas été évoqué par vous. Hein, et c'est vrai que dès lors qu'on est neutre, eh bien, on doit assumer cette neutralité. Et frère, ces chocs que vous avez évoqués sont peut-être aussi en droite ligne de ce principe-là. Et les militaires, effectivement, eh bien, eux subissent ces chocs, hein, en première ligne, effectivement. Hein, on les camoufle parfois, on évoque, ou bien on essaye de les exposer. Donc voilà un petit peu mes premières interrogations que j'ai pu vous livrer, hein, en direct comme ça. Voilà. Merci pour vos questions et votre témoignage également. Mais je tournerai effectivement vers Patrick Revoir. Bon, on va évoquer effectivement Chypre, sage de décompression. On va évoquer toutes les questions les familles aussi. Un peu plus tard. Mais il y a la question des familles, hein, que je pose à chacun de vous. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'entourage proche et qui joue un grand rôle. Donc peut-être côté militaire et puis ensuite avec vous côté... C'est ce que j'ai appelé le syndrome de Lazare, c'est-à-dire que le vétéran qui rentre avec sa guerre, rentre avec ses souvenirs, rentre avec ses perturbations, et il y a en permanence une interaction qui se poursuit entre celui qui rentre de sa mission et la famille qui l'accueille. Parce qu'il ne faut pas oublier que les familles aussi ont vécu une épreuve. Quand quelqu'un est captif, la famille vit elle aussi une épreuve. Et au retour, le réaccordage est très problématique parce qu'ils n'ont pas connu la même épreuve. Et quand il y en a un qui a envie de parler, l'autre parfois peut surtout ne pas avoir envie d'entendre. Et inversement, la réaction de la famille, ça peut être de surprotéger, là où l'autre demande qu'on le laisse plutôt respirer, qu'on lui fasse confiance. Et on voit, c'est ce que j'ai appelé le syndrome de Lazare, une série de décalages, de petits décrochages qui fait qu'au final, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, les gens vont plus mal. Et... syndrome de Lazare, c'était pour que les familles, elles aussi, puissent comprendre ce qu'avait traversé celui qui revenait de mission et sachent s'adapter. Et dans les gens qui ont eu à refaire leur vie après un traumatisme psychique, beaucoup me disent, bon, je suis beaucoup d'hommes, hein, ils me disent, vous savez, j'ai trouvé ma femme, elle me comprend sans que j'ai besoin de parler. Et donc, elle sait quand il faut donner de la distance, parce qu'il a besoin de distance, elle sait quand il faut être proche et apporter de la proximité. Voilà, donc les familles, c'est un souci majeur aujourd'hui. C'est un pôle de recherche dans lequel les armées et le service de santé des armées travaillent beaucoup. Et dans le groupe de travail, autant dont je vous ai parlé, j'étais responsable du pôle Family Support. Très bien. Et donc, dans votre ouvrage que vous évoquez, donc, on peut détailler aussi toutes ces questions. Je me tournerai du côté CICR pour la question des familles. Oui, la famille. Lorsque nous avons rédigé une brochure stress assez détaillée sur ce que le délégué humanitaire allait découvrir sur le terrain, d'emblée on s'est dit il faut que ça soit aussi pour les familles. Il faut que, donc on avait tendance à encourager les délégués à le remettre à leur famille pour que les familles soient au courant de ce que le membre allait vivre. Et je pense qu'il faut se garder de lieux communs sur l'inefficacité ou l'incapacité que les familles ont d'écouter. Il y a des cas exceptionnels où les familles nous ont considérablement aidés. Pardon. Et il y a un exemple, si vous voulez, focalisé sur les situations de prise d'otages, où nous dépendons énormément des familles, mais à condition que nous les soutenions, nous, à ce moment-là. Et je veux dire que lorsque les familles attendent pendant des mois que leurs membres reviennent, il est indispensable de les soutenir, mais il est aussi étonnant de voir comme les familles se soutiennent entre elles et parviennent à faire un travail remarquable. Donc je dirais, sachons analyser les choses de cas en cas. Il y a des familles qui sont parfaitement capables d'aider considérablement les gens qui reviennent du terrain.